Dans cette troisième partie, nous allons traiter trois questions et trois grands thèmes qui animent finalement les débats sur la Turquie moderne et la Turquie contemporaine. Alors revenons sur la fameuse affaire chypriote dont on a parlé tout à l'heure, l'affaire de l'annexion en 1974. L'histoire et la plupart des historiens ont retenu effectivement, en culpabilisant la Turquie, que cette annexion de 1974 était illégale. Effectivement, elle était illégale puisque la Convention des droits de l'homme de l'Europe a été violée, la charte de l'ONU 45 qui interdit une annexion d'un pays par un autre que dans le cadre d'une légitime défense. Effectivement, il y a un caractère d'illégalité. La question, c'est peut-être la légitimité de cette intervention. Rappelez-vous que quand même Chypre a quand même été au carrefour de tous les principaux empires et des principales civilisations qui vont des croisés à partir du XIe siècle, qui vont des invasions arabes à partir du 8e, ou de l'Empire romain au début de notre ère, ou alors de l'Empire ottoman. Chypre prend une importance stratégique et peut-être symbolique à partir également de 1829, puisque 1829, c'est l'indépendance de la Grèce qui obtient son autonomie vis-à-vis de l'Empire ottoman, et qui va faire de Chypre, quelque part, un objectif d'annexion pour recréer ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire un vaste territoire qui partirait de la Grèce, donc territoire moderne dont les frontières sont encore les mêmes aujourd'hui, et qui pourrait amalgamer des minorités grecques qui ont été éparpillées aux quatre coins de l'Europe à cause de l'histoire, et les réunir dans finalement une espèce de grande Grèce qui amalgamerait toutes les minorités qui ont été persécutées. C'est l'équivalent par exemple du projet du Grand Israël, du projet de la Grande Serbie, du projet de l'irrédentisme russe, ou alors du pan-germanisme allemand, si vous voulez. Or, à partir de 1964, au début du régime des colonels militaires, la Grèce va officiellement déclarer faire de la Chypre, cette fois-ci, un objectif stratégique. Donc il est fort probable que la Turquie, par rapport à tous ces signaux qui ont été envoyés par la Grèce, ait pu anticiper une annexion du pays, enfin de l'île Chypre, par justement la Grèce, et que justement, et là vous le voyez très bien au niveau de cette île, vous n'aviez que 10% de la population de Chypre qui était d'origine turque ou turcophone. Donc il est fort probable que les généraux et donc le pouvoir civil d'Ankara et d'Istanbul aient pu penser que quelque part l'annexion en prévision de Chypre par la Grèce allait aboutir à une épuration ethnique. C'est-à-dire que les 10% de Turcs qui seraient restés si l'armée grecque avait investi l'île auraient soit été massacrés, soit été épurés. Donc on peut peut-être considérer que la Turquie, malgré l'illégalité, a appliqué une espèce de guerre préventive consistant à protéger sa communauté d'une attaque qui était en train de se préparer, l'équivalent de ce que par exemple a pu faire, même si les thèmes étaient différents, Israël en 1983 et les États-Unis en 2003 en Irak, c'est-à-dire j'attaque avant d'être attaqué. Voilà, une tension entre l'illégalité et la légitimité de cette annexion-là. Revenons passons plutôt à notre deuxième thème. Le cas de l'accord entre Israël et la Turquie. La question à se poser, c'est que est-ce que l'accord de 1995 a un caractère circonstanciel ou structurel? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il est appelé à durer? Il est appelé à durer. Pourquoi? Par rapport à plusieurs raisons. Donc vous voyez la carte ici. Premier élément, intérêt géostratégique. Vous voyez bien ici l'État israélien. L'État israélien applique ce qu'on appelle la théorie des cercles concentriques. C'est-à-dire que Israël, dont le territoire historique est ici. Deuxième cercle concentrique, les pays arabes qui quand même l'ont envahi à 3 reprises, 48, 67 et 73. Et ensuite un troisième cercle concentrique qui finalement est au-delà des pays arabes. Donc toute la stratégie d'Israël depuis 48, c'est de s'allier avec des pays dans ce troisième cercle. La Turquie, depuis 1948, on l'a dit, la Turquie a reconnu la création de l'État israélien, contrairement à tous les pays arabes en 48, et l'Iran jusqu'en 1979. Donc, en s'alliant avec la Turquie et avec l'Iran, finalement, Israël peut encercler les pays arabes et peut-être prévenir une 4e offensive militaire, une offensive en surface. Ensuite, du côté turc, la Turquie peut bénéficier, parce que vous savez que depuis la fin des années 90, vous avez beaucoup de gisements en hydrocarbures qui ont été découverts en mer Morte, donc dans les eaux territoriales israéliennes. Et donc ça permet à la Turquie, en plus de bénéficier de la technologie militaire israélienne, de peut-être bénéficier d'un certain niveau de ressources naturelles à tarif avantageux qui rendrait la Turquie moins dépendante de la Russie. Je vous rappelle les tensions actuellement entre Erdogan et Vladimir Poutine dans le cas de la Syrie. Troisième élément important, le cas de l'alliance avec les États-Unis. Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que le cas de l'opération Tempête du désert en 91, on l'avait dit tout à l'heure, il y avait eu des petites tensions parce que même si la Turquie avait autorisé les États-Unis à se servir de leur base aérienne pour intervenir en Irak, finalement on avait eu une véritable crise politique à l'intérieur du gouvernement
turque, puisque excusez-moi, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, de la Défense et le Premier ministre avaient démissionné à l'issue de la décision du président turc de s'aligner sur la position américaine. Malgré cette anicroche et malgré les affaires de 64 jusqu'à la fin des années 70, de toute façon, la Turquie est entre guillemets, chroniquement alliée avec l'allié américain. On le voit aujourd'hui, malgré les petites tensions sur le cas de l'État islamique, puisque on vous rappelle que la Turquie a refusé d'intégrer au sommet de Newport de l'OTAN en 2014 la coalition contre le Daesh.